fierté de la République démocratique du Congo et surtout en tant que digne fils du pays. Aujourd'hui, on est venu vous voir parce que vous êtes l'un des meilleurs experts en ce qui concerne la gynécologie et d'autres disciplines médicales. Nous voudrions parler de la stérilité qui constitue l'un des problèmes majeurs qui cause beaucoup de problèmes au niveau des foyers. Dites-nous un peu de manière simple, c'est quoi la stérilité et quelles sont les causes qui produisent cette anomalie? Mais c'est une très très bonne question parce que vous savez, le problème en Afrique ou à travers le monde, c'est que quand un couple n'a pas d'enfant, c'est un couple malheureux. C'est psychologique, social et conjugal. Mais pour répondre à votre question, il faut faire la part des choses entre la stérilité et l'infertilité. Je voudrais vous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est l'infertilité. L'infertilité, c'est le fait qu'un couple qui vit ensemble pendant au moins un mois, en ayant des rapports réguliers, sans protection, et qui n'ont pas d'enfants, au bout de 6 à 12 mois, on peut considérer que ce couple a des problèmes de fertilité. Maintenant, si ce couple est pris en charge et qu'on n'a pas de résultats, eh bien, on peut parler là de la stérilité. Donc, au départ, c'est une infertilité. C'est le fait qu'on ne peut pas avoir une conception au bout de 6 à 10 mois de vie commune. Je dis bien en ayant bien des rapports réguliers, sans protection. À ces moments-là, on peut commencer à s'inquiéter et aller voir ce médecin. C'est ça l'infertilité et qui peut aboutir à une stérilité. Alors, quelles sont les causes qui peuvent pousser à ce qu'un couple puisse tomber dans cette situation d'infertilité d'abord et plus tard de stérilité? D'abord, d'emblée, il faut dire une chose, c'est que pour parler de l'infertilité ou parler de grossesse, il faut être deux. Donc, c'est l'homme et la femme. Et donc, une statistique récente dit que lorsque vous avez un problème d'infertilité dans un couple, 30% eh bien, reviennent à la femme, 30% à l'homme et 30% au couple, aux deux. Et 10% de ce qu'on appelle l'infertilité ou la stérilité inexpliquée. Donc l'homme et la femme sont impliqués presque au même titre que l'un et l'autre. Parce qu'en Afrique, on a tendance à pouvoir jeter la pierre à la femme. Mais il faut dire que le problème de stérilité, c'est un problème de couple. Ça, c'est vrai. Mais alors, les raisons, c'est que chez la femme, pour qu'une femme ait des enfants, cette femme a besoin de ses organes génitaux, ses organes de reproduction. C'est notamment la matrice avec son col, la matrice avec la couche qui se retrouve à l'intérieur qu'on appelle l'endomètre, les trompes, les ovaires et son cerveau. Parce qu'il faut, parfois on croit que ça s'arrête au niveau des organes génitaux, mais tout ça est coordonné par le cerveau. Autrement dit, on peut avoir des problèmes d'infertilité uniquement lorsqu'on est stressé. Une femme, par exemple, qui commence à se plaindre parce que depuis 3-4 mois, elle est en foyer et que c'est la famille qui commence à poser des questions pour que ça ne marche pas, cette femme va se mettre à se stresser et elle peut bloquer son ovulation et entraîner des problèmes d'infertilité. Donc, lorsqu'on a des problèmes avec la matrice, les femmes qui ont pu avoir le temps d'aller se faire avorter, les curettages répétés, des infections au niveau de la matrice, ça peut abîmer la matrice, parce que la matrice, en fait, c'est vraiment la matrice, c'est là où doivent se placer les bébés. Et si vous avez un problème avec la matrice, vous allez avoir un problème d'infertilité. Et les trompes. Parfois, la matrice ne pose aucun problème. Ce sont les trompes qui sont bouchées à cause des infections, à cause des avortements septiques dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, là aussi, on a des problèmes de fertilité. Lorsque les ovaires ne fonctionnent pas, c'est surtout ça. Et c'est le moment de dire que la fertilité ou la possibilité d'avoir des enfants, ce qu'on appelle la fécondance, eh bien, c'est lié à l'âge de la femme. Plus que la femme prend de l'âge, moins elle a de chances de pouvoir avoir des enfants parce qu'elle va vers la ménopause. Donc, en résumé, c'est des problèmes de trompe, les problèmes de la matrice, les problèmes des ovaires ou des problèmes psychologiques qui peuvent entraîner des complications et qui peuvent faire en sorte qu'une femme ne puisse pas avoir la possibilité de concevoir facilement. L'homme aussi a des organes génitaux, mais qui sont surtout à l'extérieur. Donc, tels que les testicules, la verge et tout ça. Pour dire que l'homme
par exemple, pour avoir la possibilité de donner naissance ou de pouvoir rendre grosse sa femme, l'homme a besoin de milliards de spermatozoïdes par éjaculation pour qu'un seul d'entre eux puisse arriver à la fécondation, donc à donner naissance à un embryon. D'accord? Mais il y a des hommes qui ont des problèmes. Déjà, je vais vous donner un exemple. Et pour que vous puissiez avoir la possibilité d'avoir des enfants, lorsqu'on analyse votre sperme, on doit trouver à l'intérieur entre 15 à 250 millions de spermatozoïdes par millilitre. Autrement dit, comme on connaît la quantité moyenne de sperme par éjaculation, c'est 6 millilitres. Lorsque vous multipliez 250 millions par 6, vous êtes déjà dans les milliards. Donc vous voyez les gâchis qui arrivent lorsque on émet les spermes à l'extérieur. Et il faut tout ça pour que l'homme soit capable de féconder. Mais il y a des hommes qui n'ont pas ces nombres-là. Déjà, inférieur à 10 millions, ça pose des problèmes. Millions par millilitre. Il y a des hommes qui ont beaucoup de spermatozoïdes, mais qui sont très faibles, très peu mobiles, ou qui sont mal formés, ainsi de suite. Donc, ceci peut entraîner des problèmes pour cet homme-là à pouvoir devenir père. Ça, c'est bien. Donc, ça peut arriver également que le fait, sur le plan, comme on a dit avec la femme tout à l'heure, sur le plan psychologique, parce qu'on dit, mais écoutez, il s'est marié, la première femme est partie, la deuxième arrive et tout ça. On commence à se poser des questions et on peut, à ces moments-là aussi, interférer avec la fabrication des spermatozoïdes dans les testicules. Bêtement, vous savez, ce n'est pas pour rien que les testicules sont dehors. Le fait que les jeunes gens aujourd'hui, parce que je crois que c'est ça, c'est dans cette génération où on voit les gens prendre le temps de mettre des jeans qui sont très serrants, c'est-à-dire vous allez chauffer vos bourses, et donc chauffer les testicules, et rien que ce fait-là peut entraîner une altération au niveau des spermogrammes. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que, eh bien, un couple ne puisse pas avoir des enfants. Comme je viens de vous dire, c'est la femme qui a des problèmes des trompes, qui a des problèmes des ovaires, ou problèmes de la matrice, ou c'est l'homme qui ne fabrique pas les spermatozoïdes, ou qui les fabrique, mais ces spermatozoïdes ne sortent pas, ou non, même pas en quantité, rien du tout simplement parce que les tuyauteries qui amènent le testicule, donc les spermatozoïdes des testicules vers l'extérieur, peuvent être bouchés comme c'est le cas chez la femme. Donc les tuyauteries qui amènent les spermes pendant l'éjaculation, d'accord. Il y a des hommes aussi qui ont un problème de ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. Donc en fait, le sperme ne sort pas, mais ça se déverse dans la vessie. Donc voilà plusieurs raisons qui peuvent faire en sorte que, eh bien, et aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 10% donc des stérilités inexpliquées. Nous faisons tous les examens, la femme n'a pas de problème, l'homme n'a pas de problème, mais au bout de 2 ans, ils n'ont toujours pas d'enfant, et nous appelons ça une stérilité inexpliquée. C'est la part de Dieu, mais la science commence à pouvoir reculer les horizons, parce qu'on trouve qu'il y a peut-être des raisons, comment je dirais, génétiques, des raisons immunologiques, parce que là, je peux dire un petit mot, il y a des femmes, c'est ça, parfois on ne comprend pas pourquoi un couple reste longtemps ensemble, ils n'ont pas de grossesse, ils n'ont pas d'enfants, et lorsqu'ils se séparent, chaque membre du couple a des enfants. Il y a 2 couples incompatibles. On dit incompatible, c'est incompatibilité entre la glaire de la femme, qui sert en fait de fleuve aux spermatozoïdes, ça aussi je ne l'ai pas dit, et comment dirais-je, l'incompatibilité entre la glaire et les spermatozoïdes. Donc il y a des femmes, pour une raison inexpliquée, qui se mettent à fabriquer des anticorps anti les spermatozoïdes de leur mari, et lors du rapport, les spermatozoïdes sont stoppés net. C'est au cours des bilans que nous faisons que nous nous rendons compte que là, peut-être, il y a un problème d'incompatibilité. Alors docteur, est-ce que des facteurs tels que le tabac, l'alcool, l'alimentation ou même l'hérédité peuvent aussi faire partie des facteurs qui causent l'infertilité ou même la stérilité? Gros facteur de risque que vous venez de citer, parce que l'environnement dans lequel on vit, par exemple les gens qui travaillent dans les usines, auprès des chalumeaux, où il y a beaucoup de chaleur, je vous ai parlé de chaleur tout à l'heure, les tabacs, vous en avez dit, l'abus des alcools et des drogues peuvent en tout cas avoir des répercussions sur la fertilité. Vous avez raison. Et l'hérédité aussi? Mais oui, ça dit que je vous ai dit ici, il y a des causes génétiques.
Il y a des causes génétiques et qui font que, bon, dans les cas par exemple de la femme qui n'a pas d'enfant parce qu'elle a des myomes, des fibromes, ça je n'ai pas dit. Donc il y a des maladies organiques qui viennent empêcher la conception. Peut-être pas la conception, mais le fait que l'enfant ne peut pas se développer à l'intérieur d'une matrice où il y a beaucoup de boules qu'on appelle des myomes, des fibromes. Mais cette maladie-là est héréditaire. Donc il y a de familles à myomes, des familles à fibromes. Donc vous avez raison. Et il y a aussi de gens qui naissent avec des altérations génétiques de type chromosomique. Chez l'homme, il y a plusieurs maladies qui peuvent expliquer également le fait que... Et ces maladies peuvent se transmettre de génération en génération. Donc l'hérédité et la génétique jouent un grand rôle. Alors on va vivre votre temps. Parmi les facteurs majeurs ou récurrents, comment est-ce que un jeune couple peut faire pour se prémunir ou de manière préventive contre les cas d'infertilité? La première chose à faire, c'est ce qui ne se fait pas plus dans les générations qui nous ont précédés. Et avant de se marier, on choisissait la femme. Hein. Et donc, déjà, il y a des familles à problème. Vous voyez, il y a des tares à l'œil nu. Et bien là, il faut bien choisir son partenaire. Et après le choix, il faut aller faire ce qu'on appelle des examens prénuptiaux. Comme ça, le couple se connaît. Et même dans les cas futurs, même s'il n'y a pas de problème, vous voulez avoir des enfants, mais il faut que vous puissiez savoir à l'avance que nous risquons d'avoir des enfants SS, par exemple. Mais là, on doit faire des examens prénuptiaux. Et c'est le médecin de fertilité, comme nous, eh bien, qui vont vous dire que là, il y a un petit problème. Mais si nous les réglons maintenant, nous pouvons avoir plus de chances. Donc, les examens prénuptiaux sont nécessaires. Mais malheureusement, quand on vient, on peut venir avec les problèmes. Alors, comme j'ai parlé tout à l'heure de causes, j'ai oublié de vous dire qu'il y a des gens qui naissent avec leurs anomalies, avec leurs tares. Donc, il y a des femmes qui peuvent venir au monde sans matrice. Elle ne le sait pas. Elle est toute femme parce qu'elle a des ovaires, mais quand vous examinez de près, eh bien, il n'y a pas de matrice. Habituellement, ce sont des femmes qui n'ont pas de règles de la naissance et qui se posent des questions. Pourquoi tous les autres ont des règles, toutes les amis ont des règles, moi, à 19 ans, 20 ans. À ce moment-là, il faut déjà aller voir son médecin. Il peut s'agir d'un problème d'une maladie congénitale, une maladie de naissance. Donc, à mon avis, comme vous l'avez dit, on peut résoudre ces problèmes-là, parfois simplement par des conseils. Vous savez, il y a des couples qui se posent des questions pourquoi ils n'ont pas d'enfants. Je vous donne un petit exemple. Vous savez, chaque mois, Dieu a fait en sorte qu'une femme puisse avoir ce qu'on appelle une ovulation. Sans ovulation, il n'y a pas la possibilité de concevoir. Si la femme n'ovule pas. Mais il y a des femmes qui, malheureusement, n'ovulent pas pour la simple raison que, dès la naissance, eh bien, elle est née sans ovaire. Ou elle ovule, mais elle n'a pas de trompe. Et ceci, comme je vous ai dit, ce sont les examens. Nous faisons des bilans pour pouvoir détecter cela chez la femme. Il y a des femmes qui ont la possibilité d'avoir les trompes, les ovaires et tout ça, mais suite à des curettages répétés, ils ont été grattés l'intérieur de leur matrice, là où doit se nicher l'enfant, là où l'enfant doit pouvoir prendre corps. Mais s'il n'y a pas d'endomètre, c'est-à-dire la couche qui recouvre la matrice, qui fait le matelas pour recevoir l'embryon, eh bien, elle n'aura jamais d'enfant parce qu'il y a des cicatrices à l'intérieur ou parce qu'on a raclé le col. Tout à l'heure, je vous ai dit que le col sécrète ce qu'on appelle la glaire et pendant les rapports, les spermatozoïdes doivent franchir cette glaire. Ils utilisent ça comme un fleuve pour nager, pour aller vers la matrice. Rien que le fait d'avoir des problèmes à ce niveau-là, eh bien, on peut avoir des problèmes de conception. Et ce que nous conseillons, nous allons voir, est-ce qu'il y a un problème des glaires? Est-ce qu'il faut donner des médicaments pour augmenter la glaire? Et je vous ai dit tout à l'heure, l'ovulation se fait une fois par mois. Mais la conception ne se fait que dans les 12 heures qui suivent l'ovulation. Je prends l'exemple de quelqu'un qui n'est pas à la maison tous les soirs parce que c'est un agent de sécurité, c'est un aviateur, c'est un marin. Eh bien, si cette personne n'est pas à la maison alors que sa femme a ovulé le matin, même s'ils ont des rapports à 22 heures, il n'y a pas la possibilité d'avoir l'enfant parce que l'ovocyte, l'ovule, il ne peut pas être fécondé au-delà de 12 heures.
Donc, il suffit de conseiller en disant, mais voilà. Et il y a aussi des périodes pour cela. Donc, la période d'ovulation, c'est entre les 10e, si c'est un cycle de 28 jours, entre les 10e et le 16e jour, ou les 18e au maximum. À ces moments-là, si vous ne respectez pas, si les rapports ne se font pas pendant cette période-là, avec la chance que je vous ai dit tout à l'heure que bon, l'ovule ne peut être fécondé que dans les 12 heures qui suivent l'ovulation, mais l'homme, parce que c'est là où, quand on parle de parité, je me dis, il y en a. En biologie, ce n'est peut-être pas possible de pouvoir chercher cette parité, parce que le spermatozoïde, lui, il peut rester fécondant pendant 72 heures. C'est ce qui fait que lorsque vous avez des rapports avec votre partenaire un jour avant, même si elle ovule maintenant, elle peut tomber enceinte. Il ne faut pas donc dire que je respectais toutes ces échéances. Non, ça n'a rien à voir, donc on peut tomber enceinte. Donc, parfois, ça se limite à donner des conseils. Mais parfois, on a des problèmes graves. Par exemple, dont je parlais tout à l'heure de trompes bouchées. Si les trompes sont bouchées, cette rencontre entre les spermatozoïdes et l'ovocyte ou l'ovule ne se fera plus in vivo, parce que ça se fait dans la trompe. Lorsque vous avez des rapports, et les spermatozoïdes montent quand ils sont rapides, et ils vont rencontrer l'âme sœur au niveau de après l'ovulation, au niveau de la partie externe de la trompe. Et donc, habituellement, nous tous, comme nous sommes là, nous sommes nés comme ça, eh bien, c'est-à-dire la fécondation s'est fait in vivo, donc à l'intérieur. Mais si les trompes sont bouchées, mais cette rencontre n'aura jamais lieu. Maintenant, il y a des techniques nouvelles d'assistance médicale à la procréation qui font qu'on peut trouver des solutions à ces couples. Donc, on va donner les médicaments à la femme de manière à ce qu'elle puisse avoir la possibilité d'ovuler, mais d'ovuler de plusieurs ovocytes, de plusieurs ovules. Et avant qu'il y ait ovulation proprement dite, nous endormons la femme pour aller chercher les ovules à l'intérieur des ovaires. On les sort dehors et on demande à son mari de venir pour faire la masturbation à l'hôpital. Et nous prélevons les spermes et nous analysons, nous prenons les meilleurs. Je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir peut-être la chance d'avoir une conception, il faut des milliards. Mais là, en préparant ces spermes, nous choisissons le meilleur des spermatozoïdes. Nous disons, voilà, vous ne pouviez pas aller vous rencontrer là-dedans, mais rencontrez-vous dans cette éprouvette. C'est pour ça qu'on parle de bébé éprouvette. Donc, dans un tube de verre, nous mettons les ovocytes qu'on a pris chez la femme, qu'on a endormis, et puis on prend les spermatozoïdes qu'on a préparés, on prend les meilleurs d'entre eux, on les met ensemble. Et pendant 48 heures, on observe, et à un moment donné, on a la chance de voir qu'il y a des embryons qui se forment, mais in vitro. C'est pour ça qu'on appelle fécondation in vitro. Et il y a maintenant la possibilité pour les hommes qui ont vraiment de gros problèmes de spermatozoïdes, il y en a qui n'en ont pas. Et ça, ce sont des gens qui vivent, parce que parfois on croit que ce n'est pas possible, mais il y en a qui en ont, mais trop peu. Qu'est-ce qu'on fait pour donner la chance à cet homme-là, à ces couples-là? La femme, oui, la femme n'a pas beaucoup de problèmes, c'est lui qui a des problèmes. On va prendre les spermatozoïdes qu'on a sortis, qu'on a lavés, qu'on a préparés. On prend les ovules qu'on vient de prendre chez la femme. Parce qu'il arrive parfois, malgré le fait que vous les mettez ensemble, ils se regardent, il n'y a pas de fécondation. Alors maintenant, les scientifiques sont allés très très loin, ils disent qu'il ne faut pas attendre. On prend les spermatozoïdes, on l'injecte dans l'ovocyte. Parce que vous n'arrivez pas à entrer, mais entrez maintenant. Et la fécondation peut se faire facilement de cette manière-là. Donc, cette technique d'injection intracytoplasmique de sperme ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les possibilités, donc les taux de grossesse a augmenté. Donc, ce sont des possibilités qu'on peut avoir. Si vous n'avez pas tous ces gros problèmes, la femme n'a pas de problème, elle a des trompes perméables, les ovaires qui fonctionnent bien, la matrice n'a pas de problème. C'est l'homme qui pose des problèmes parce que la quantité de ces spermatozoïdes ou leur mobilité n'est pas bonne. Nous faisons ce qu'on appelle une insémination intra-utérine par conjoint. Une insémination artificielle par conjoint. C'est-à-dire, l'homme a des problèmes, mais les trompes de la femme sont perméables. La femme ovule sans problème, la matrice existe. Nous prenons, après masturbation, ces spermatozoïdes, nous choisissons les meilleurs d'entre eux, nous les mettons dans la matrice. Donc voilà, avec la fécondation in vitro, c'était de les mettre ensemble pour mettre l'embryon. Mais là, c'est les spermatozoïdes qu'on met dans la matrice. Donc, c'est une insémination artificielle par conjoint. Si vraiment, donc c'est impossible de pouvoir avoir les spermatozoïdes de l'homme, nous conseillons ce qu'on appelle une insémination par donneur.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous acceptez en disant que ma femme a des ovules et je vais avoir un enfant, eh bien, c'est peut-être pas génétiquement ton enfant, bien on peut préparer un donneur qu'on a screené, parce qu'il ne faut quand même pas prendre n'importe qui, où on a éliminé toutes sortes de maladies, et quelqu'un qui a un bon sperme, et on peut faire alors ce qu'on appelle insémination intra-utérine par donneur, ou la fécondation in vitro par donneur. Donc, parce que c'est la même chose, même pour la fécondation in vitro. Docteur, nous vous remercions énormément. C'est un sujet vraiment très délicat et qui préoccupe beaucoup de gens. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de notre entretien. Nous vous donnons la parole. Un dernier mot pour aujourd'hui. Les derniers mots, c'est pour annoncer la bonne nouvelle à la population de notre pays, que les techniques d'assistance médicale à la procréation se sont développées surtout en Europe, mais maintenant dans notre pays. Et il y a un Congolais, leur frère, un compatriote, qui vient de mettre sur pied une structure ultramoderne d'assistance médicale à la procréation, où nous faisons les inséminations, nous faisons la fécondation in vitro, ou les injections intracytoplasmiques des spermatozoïdes. Ça signifie qu'on n'a plus besoin de prendre des avions pour aller ailleurs. On n'a plus besoin de pouvoir aller faire des séjours prolongés. Bien que ce soit une technique qui coûte cher, mais nous nous sommes dit, nous faisons ça ici, et nous mettons ça à la portée de toute la population congolaise. Ça veut dire qu'on peut trouver tous ces avantages-là ici au centre de la clinique de... Vous aurez le temps tout à l'heure de visiter les centres et vous allez vous-même vivre ce que nous sommes en train de dire. Docteur, nous vous disons merci. C'est moi qui vous remercie.